et bienvenue à ces 2 journées d'atelier de consolidation et de validation de la feuille de route 2023-2025. Cet atelier est réalisé par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire, placée sous l'égide du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. L'atelier est réalisé avec l'appui du ministère de la Planification, de la Coopération externe, du ministère du Commerce et de l'Industrie, du Centre de facilitation des investissements, avec notamment l'accompagnement du système des Nations Unies. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui se place dans le cadre d'une série d'ateliers déjà réalisés et il nous reste maintenant cet atelier et celui de demain. Et cet atelier le titre de l'atelier c'est transformation des systèmes alimentaires qui répond à une exigence. L'exigence, c'est que pendant l'année 2021, soit en septembre 2021, les Nations Unies avaient organisé sur le plan mondial un sommet, le sommet mondial sur les systèmes alimentaires. Le gouvernement haïtien avait pris des engagements. Il y avait une feuille de route élaborée à cet effet, avec un ensemble d'actions et un ensemble d'engagements pris pour amorcer la transformation des systèmes alimentaires en Haïti. 2 ans après, nous sommes maintenant en 2023, les Nations Unies veulent réaliser un premier bilan. Et ce premier bilan vise à évaluer les chemins qui ont été parcourus de 2021 à maintenant. Et ici, nous voulons regarder de près qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quelle entité était impliquée, quelle autre n'était pas impliquée, pour que nous puissions reviser la feuille de route pour qu'elle soit véritablement inclusive. Voilà pourquoi, chers amis du secteur privé, on fait appel à vous parce que on a réalisé, le gouvernement global a réalisé les différentes parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre de cette feuille de route, a réalisé qu'on ne peut pas faire ce chemin sans l'implication du secteur privé des affaires, sans que vous placiez votre nom et que vous preniez aussi des engagements. Parce que, parlant de système alimentaire, ce n'est pas l'affaire uniquement du gouvernement, ce n'est pas l'affaire d'une entité isolée, et c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le pays. Et sachant l'importance du secteur privé des affaires dans la transformation globale de la société, dans la mise en œuvre de plans d'investissement, dans la prise de risques et de responsabilité, eh bien, votre participation, votre mot, vos engagements sont plus que nécessaires. C'est ainsi que la CNSA, qui est une instance placée sous tutelle du ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, qui a joué le rôle de point focal, encore on a donné cette responsabilité
responsabilité, le gouvernement a donné cette responsabilité à la CSA de conduire des dialogues, conduire ces concertations pour que cette feuille de route soit révisée et surtout qu'il y ait une réelle implication de tout un chacun, notamment l'implication du secteur privé des affaires dans la transformation des systèmes alimentaires. Et je veux souligner qu'on a choisi, au niveau des Nations Unies, on a choisi les systèmes alimentaires, la transformation des systèmes alimentaires, parce qu'après analyse, on s'est rendu compte que les systèmes alimentaires, qui est un domaine large, pas seulement la production, mais aussi un ensemble d'éléments qui marchent avec la production, la transformation, la distribution, la consommation, les questions d'investissement, les questions de financement au sens large, les questions d'assurance, etc. On s'est rendu compte que c'est un puissant accélérateur pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Pourquoi? Parce qu'en 2015, au niveau des Nations Unies, on avait adopté 17 objectifs de développement durable. Et Haïti, de son côté, a priorisé 11 ODD de ces 17, et parmi lesquels il y a des importants comme l'ODD 1, qui est l'éradication de la pauvreté, la lutte contre la pauvreté, l'ODD 2, qui concerne très largement les questions de système alimentaire, qui est d'éradiquer la faim, de travailler pour réduire considérablement les questions de malnutrition et de sécurité alimentaire et de promouvoir une agriculture durable. Mais il y a aussi d'autres ODD, tels que l'ODD 3 pour une bonne santé, et l'ODD qui concerne les questions pour attaquer les questions de changement climatique. Eh bien, on s'est rendu compte que si on adresse bien les questions de transformation des systèmes alimentaires, les systèmes alimentaires constitueront un puissant accélérateur pour l'atteinte graduelle des ODD, notamment les ODD qu'on vient de citer, et ceux-là que le gouvernement avait fait choix, les 11 ODD que le gouvernement avait fait choix. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, vous êtes ici pour justement faire, je dirais, des discussions, mais surtout pour que vous, au niveau du secteur privé, vous placiez votre mot, vous faites part de votre vision compte tenu de cette thématique en question, qui est la transformation des systèmes alimentaires. Pour que aussi, ensemble, on puisse prendre des engagements et que, avec la mise en place d'une feuille de route, de cette feuille de route révisée, avec la mise en place d'un plan de mise en œuvre et aussi la mise en place d'un plan de suivi évaluation, eh bien, on puisse avoir un calendrier pour que on mette en œuvre toutes ces actions et on puisse les suivre pour que d'ici à 2025, parce que chaque 2 ans, les Nations Unies ont opté pour un bilan jusqu'à 2030. Donc chaque 2 ans, ça c'est le premier, 2025, ce va être le deuxième bilan post-sommet. Eh bien, nous puissions avoir des instruments nous permettant de faire la mise en œuvre, d'avoir les engagements de tout et chacun, et on suit comment est-ce que ça marche, mais surtout de pouvoir évaluer les chemins qui auront été parcourus.
Donc, pour terminer, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom du ministère de l'Agriculture qui assure la tutelle de la CNSA, au nom propre de la CNSA et en mon nom personnel, vous souhaitez la plus cordiale bienvenue. Et vous allez avoir le mot du gouvernement et le mot des Nations Unies, et à travers, d'un côté, le directeur de cabinet du ministère du Commerce, qui représente le ministre du Commerce, et aussi, et avant, vous allez avoir le cadrage des Nations Unies pour placer cet atelier, en plus de ce que je viens de faire, pour placer cet atelier dans son contexte. Avant tout propos, j'aimerais vous transmettre les salutations de Mme Ulrika Richardson, la coordinatrice résidente des Nations Unies en Haïti, et aussi ses excuses parce qu'étant occupée par une autre grande réunion au ministère de la planification et de la coopération externe. En son nom, j'aimerais adresser mes félicitations au gouvernement, particulièrement à la CNSA, pour la conduite du processus de préparation de la République d'Haïti au bilan mondial sur la transformation des systèmes alimentaires, bien entendu convoqué par le secrétaire général des Nations Unies à la fin de ce mois de juillet, je dirais dans quelques semaines. Je voudrais également saluer la CNSA pour l'organisation aujourd'hui de ce second atelier de consultation auprès du secteur privé et des acteurs clés de la société civile sur la consolidation et la validation de la feuille de route sur la transformation des systèmes alimentaires. Ces concertations multipartites, pour nous, elles sont d'abord inclusives et permettent de renforcer la qualité de la feuille de route tout en prenant en compte les besoins réels et les intérêts de toutes les parties prenantes que vous représentez dans cette salle. Je salue tout particulièrement les acteurs, la présence des acteurs du secteur privé, dont le rôle est très déterminant, non seulement pour la transformation des systèmes alimentaires, mais aussi pour la réalisation des objectifs de développement durable, communément appelés ODD. Objectif de développement durable qui pour nous constitue l'engagement mondial auquel tous les pays du monde ont souscrit pour amener les différents pays dans la trajectoire du développement durable. En effet, les systèmes alimentaires durables, équitables, sains et résilients constituent des accélérateurs essentiels de ces ODD. Je voudrais ici rappeler que le pays Haïti a priorisé 11 ODD, parmi lesquels plus de la moitié trouvent leur intégration dans les systèmes alimentaires. Mesdames et messieurs, chers participants, nous le savons tous, le secteur privé, incluant les micro, petites et moyennes entreprises, est un moteur fondamental de nombreux aspects du développement durable. Ces investissements et ces innovations favorisent la croissance économique, la création d'emplois et réduisent ainsi la pauvreté ainsi que les inégalités sociales, surtout sur le terrain. L'implication du secteur privé dans le présent processus, et particulièrement aujourd'hui dans cet atelier, pour nous, se justifie par la recherche de diverses formes de partenariat et de participation qui ont pour objectif d'atteindre des résultats spécifiques en matière de transformation des systèmes alimentaires. Le secteur privé est donc pour nous un enjeu à part entière dans le processus de développement de Haïti. Dans cette optique, le système des Nations Unies s'efforce de renforcer son partenariat avec le secteur privé dans la mise en œuvre du nouveau cadre de coopération pour la période 2023-2025 que nous avons récemment signé dans ce même hôtel sous l'égide du ministère de la Planification et de la Coopération externe. Mesdames et messieurs, chers participants, je voudrais terminer en réitérant nos félicitations à la CNSA pour l'organisation du présent atelier. Je remercie particulièrement nos agences sœurs des Nations Unies, je cite
la FAO, le FIDA, le PAP, le Bureau des droits de l'homme, pour vous dire aussi que la question des systèmes alimentaires pour nous doit être également prise sous le nom des droits fondamentaux de l'être humain. ONU-SIDA, ces agences qui n'ont ménagé aucun effort pour apporter leur contribution technique et financière à ce processus de préparation au bilan sommet sur les systèmes alimentaires. Je reste convaincu que les échanges au cours de cet atelier contribueront à identifier les obstacles ainsi que les solutions à la création d'un environnement propice à des investissements durables dans les systèmes alimentaires allant dans le sens du renforcement de la production locale et le soutien à l'agriculture haïtienne. Je souhaite vivement que des pistes d'engagement concrètes soient identifiées pour optimiser la contribution du secteur privé à la transformation des systèmes alimentaires en Haïti. Je réitère, par ma voix, la volonté et la disponibilité du système des Nations Unies en Haïti de continuer à soutenir ce processus et bien d'autres pour accompagner Haïti dans la voie du développement durable. Je vous remercie. Alors, le chef, je ne vois pas la place du chef de cabinet, c'est juste qu'il me cède la place pour apporter le message, un message que le ministre de l'Agriculture vient d'envoyer parce qu'ils sont éparpillés sur le terrain, ils ne peuvent pas être présents en personne, donc il m'a envoyé le message pour délivrer en son nom. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural dans son ensemble est heureux et fier d'être le principal instigateur à travers la CNSA de cette initiative à laquelle s'associent de nombreuses parties prenantes. Au niveau du ministère de l'Agriculture, on a mesuré toute l'importance de travailler pour la transformation des systèmes alimentaires au regard de la mission du ministère qui se décline dans un certain nombre d'objectifs qui sont 1. Contribuer à nourrir la population. 2. Augmenter le niveau de revenus des ménages ruraux. 3. Participer à la création de richesses dans l'économie haïtienne. 4. Protéger les ressources naturelles. 5. Promouvoir le développement des filières pour les exportations. Ainsi, le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, en tant qu'institution pivot dans la chaîne de transformation alimentaire, a mesuré tout le poids du rôle qu'il a à jouer dans la mise en œuvre du plan d'action 2023-2025 et plus généralement dans l'agenda 2030 concernant les ODD. On s'attelle déjà à procéder à l'alignement des programmes du ministère de l'Agriculture sur les priorités définies dans la feuille de route en révision pour 2023-2025. Avec le secteur privé, on peut souligner un certain nombre de domaines prioritaires pour des partenariats qui permettent, 1. d'avoir des effets amplificateurs et multiplicateurs sur les programmes relatifs aux systèmes alimentaires pour assurer de meilleures productions, de meilleure nutrition, meilleure santé, meilleures conditions pour l'environnement et les moyens d'existence. 2. Se mettre ensemble pour porter la science, la technologie et l'innovation à la dimension des défis des systèmes agroalimentaires. 3. Faciliter les investissements publics et privés plus importants et de meilleure qualité. 4. Travailler ensemble pour promouvoir le développement rural. Et éradiquer la pauvreté rurale. Pour tout ceci, le ministère de l'Agriculture, à travers la CNSA, s'associe au ministère du Commerce et de l'Industrie, le Centre de facilitation des investissements, pour établir un dialogue permanent avec le secteur privé à travers l'unité de promotion des investissements dans le secteur agricole, qui est une entité du ministère de l'Agriculture, et aussi à travers le BCA, le Bureau de crédit agricole, pour apporter une contribution significative dans la transformation des systèmes agroalimentaires. Les engagements du secteur privé sont donc
vivement recherché. Et ensemble, le ministère de l'Agriculture va travailler avec toutes ces instances, notamment avec le secteur privé des affaires, pour donner un souffle en plus à la transformation des systèmes alimentaires. Et c'est le mot du ministre de l'Agriculture, des ressources naturelles et du développement rural. Après avoir entendu les différentes interventions, on peut se rendre compte ce matin que cet atelier a une importance capitale, parce qu'il s'agit de la transformation des produits alimentaires et des produits non durables. Et quand on parle de transformation des produits en Haïti, vous savez combien ça est important. On a dit beaucoup de choses, mais le ministre Saint-Jean, dès son arrivée à la tête de ce ministère, a trouvé une chose. On ne peut pas parler du développement de ce pays sans travailler en synergie avec le secteur privé et également les instances internationales. C'est pourquoi il est important, au cours de ces 2 journées, de poser avec acuité tout ce qui concerne l'agriculture, le développement, la transformation des produits. Parce qu'on dit souvent qu'Haïti est un produit et est un pays essentiellement agricole. C'est un pays essentiellement agricole. Il faut faire en sorte que ce n'est pas seulement des mots, mais que ça se transforme dans la réalité. Et par rapport à la situation du pays, et une situation très précaire, et nous avons déjà commencé à travers le ministère, à travers ces différents programmes, de renforcer les petites et moyennes entreprises. Dans le programme social du gouvernement, et on a accordé la majorité, la plus grande partie des prêts au secteur agricole. C'est pour vous dire combien c'est important pour le gouvernement et en général. Je dois vous dire également que le secteur privé, on ne peut pas avancer sans votre apport, sans votre aide. Vous devez être l'épine dorsale du développement en Haïti. Parce que l'État, à lui seul, ne peut pas créer autant d'emplois que le secteur privé. C'est pourquoi nous prenons l'engagement à vous encourager à produire massivement à travers le pays, même si nous savons que la situation est très difficile à cause de la précarité en général. Mais ensemble, on doit y arriver. C'est pourquoi ces 2 journées doivent représenter un nouveau pas vers le développement durable en Haïti. On parle de 2030, 2030 c'est de l'année. C'est pourquoi il faut mettre les mains à la pâte dès maintenant, afin qu'en 10 ans, on puisse parler d'une autre Haïti, et pourquoi pas que tous les Haïtiens soient fiers de dire notre Haïti chez nous. Au nom du ministre du Commerce et de l'Industrie, au nom du gouvernement en général, je vous souhaite un bon avenir. Et si on continue quand même à consommer les produits locaux, que ce soit à Port-au-Prince, que ce soit un peu partout, c'est à partir de cette exploitation éclatée que les produits arrivent, malgré les difficultés de nos jours, peut-être c'est encore un autre point et qu'on doit en tenir compte aujourd'hui parce que peu importe la planification, la projection qu'on veut faire ou bien qu'on fait, pour moi, il y a un préalable, la question sécuritaire. Peu importe les niveaux d'investissement, comme M. Desamon a parlé, qu'il faut mobiliser des ressources assez importantes. Peu importe les niveaux de ressources qu'on mobilise, si le problème de sécurité n'est pas résolu, c'est peine perdue parce que les exploitations travaillent et produisent pour les marchés et s'ils ne sont pas en mesure d'atteindre les marchés, ils ne vont plus continuer à produire parce qu'ils ne produisent pas, ils produisent pour avoir accès à des revenus. La population augmente, au lieu de créer de nouvelles richesses, au lieu d'augmenter la richesse, peut-être pour rencontrer un mot qui aura l'habitude d'employer, les gâteaux qu'on avait qui étaient déjà insuffisants en termes de capacité pour, et si on veut faire une répartition à la population,
est devenu chaque jour plus faible, peut-être une vision concrète, il y en a dit, dans rien, c'est à regarder ça dans le passé. Mais tout, c'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il y a 72% selon les chiffres du CNSA qui sont vraiment victimes, 72% des Haïtiens victimes de l'insécurité alimentaire. Et par rapport à cet élément de contexte, c'est sûr, et ce n'est pas une liste exhaustive, on pourrait se demander quelles solutions pour une transformation durable, excusez-moi pour les durable, des systèmes alimentaires. C'est vraiment la question à se poser. Comment on peut vraiment arriver à une transformation dans un contexte, moi je dirais, aussi hostile. C'est peut-être pas nous dans la salle qui sommes en mesure de répondre à cette question, mais la société doit se poser cette question. Comment arriver à une transformation? Parce que si on prend des engagements au niveau international, il faut que les engagements pris, et sur les engagements pris, il y a des mesures appropriées. Et en tant que directeur de l'agriculture agricole, je vais rapidement faire un survol par rapport à ce qu'il fait le DCA. Mais d'abord, faire appel. Le DCA, et en matière de financement agricole, on ne peut pas parler d'agriculture sans tenir compte des changements climatiques. C'est une réalité. Et peut-être si on fait un recul en arrière, regardez le mois de mai, c'est depuis notre enfance, c'était des mois très pluvieux. On peut continuer sur le coup des lois depuis qu'on a récolté le mois de mai. Un pays où l'agriculture est pluviale, avec des changements qu'on ne peut même pas planifier en conséquence parce que les changements arrivent à des moments où l'on s'attend le moins. C'est un élément important qui compte délivrer. Et le DCA essaie de faire toutes sortes essayer de prendre toutes sortes d'initiatives par rapport à ces paramètres. Et puis, moi, j'ai des recommandations pour finir. Moi, je pense aujourd'hui, si on veut effectivement transformer les systèmes alimentaires en Haïti, il y a un ensemble de mesures à prendre. C'est d'abord les mécanismes d'atténuation des risques. Parler des partenariats publics-privés, n'importe quel investisseur nationaux ou internationaux, on demande de faire des investissements dans le secteur agricole. Peut-être la première question qu'il va vous poser, en cas de catastrophe naturelle, depuis la position géographique d'Haïti, c'est quoi les recours? Et ça, c'est vraiment le moment d'en parler parce que moi, je me suis engagé depuis un certain temps avec la BRH pour mettre en place un certain nombre de mécanismes, dont les mécanismes d'assurance de récolte à travers un projet des cadres nationaux de financement agricole. Moi, je pense que cette question vraiment est très très pertinente, surtout dans une perspective de partenariat et d'inviter les secteurs privés à investir dans le secteur agricole. C'est également l'existence des financements de proximité, parce que parler de financement agricole, ce n'est pas les marchés, ce n'est pas les institutions financières qui financent les activités commerciales qui peuvent vraiment satisfaire les demandes des financements agricoles. C'est des mécanismes vraiment spécifiques et c'est si à un certain moment les agriculteurs pourraient ou bien encore pour se suivre, ils utilisent aussi d'autres mécanismes comme les institutions financières et de proximité, que ce soit les coopératives ou autres, mais ce qui est très clair, ce n'est pas vraiment les mécanismes les plus appropriés pour financer les activités agricoles. La BNDA est une banque qui a été fondée en 2020, mais qui a connu, mais il y a eu beaucoup de changements. Donc, finalement, le conseil dont je fais partie a été installé en février 2021. À la faveur malheureusement du tremblement de terre
du 14 août 2021, on a pu finalement franchir Martissan pour ouvrir un point à Mirabeau, dans le sud-est, un point à Torbec, dans le sud, un point à Fontenay, dans les Nippes, et un point à Jérémy, dans la Grandance. Et pour l'ouest, un point à Petit-Boeuf. Voilà ce que nous avons pu faire jusqu'à présent. Jusqu'à aujourd'hui, dans les 700 millions de coûts qui nous ont été alloués comme capital social, nous avons réussi à placer près de 227 millions de coûts, qu'on bénéficie à peu près de 2300 millions. On a encore des 2300 prêts avec ces 227 millions de coûts, donc pour à peu près 1744 clients. Nous avons bien aimé faire plus, malheureusement, on ne réussit pas à le faire. Dans le département, surtout dans la zone de Saint-Raphaël, on a connu beaucoup de succès, si bien que le projet de résilience pour l'avancement du secteur agricole en Haïti, qui est un projet de SAID, nous a contactés pour aider la solidarité mutuelle de Saint-Raphaël. Là, on comptait pouvoir desservir près de 500 clients. Actuellement, sans l'accord, on a desservi près de 50 clients à Saint-Raphaël. Bon, on a signé un protocole d'accord avec ça et Mission, que nous ne pouvons pas respecter malheureusement parce que jusqu'à présent, nos démarches auprès du trésor public pour obtenir les 300 millions de coûts qui restent au capital social, ce n'est pas probable. Nos démarches ne sont pas encore abouties. On n'a pas que ça, donc, parce qu'il y a plusieurs autres organismes qui nous ont contactés de façon non officielle. Nous avons bien conclu un accord avec ces organismes, malheureusement, on n'est pas en mesure de le faire. Mais nous continuons quand même nos opérations. Bon, de quoi constitue la mission de la BNDA? La mission de la BNDA, c'est de développer le secteur agricole dans toute sa chaîne de valeur. Mais jusqu'à présent, nous n'avons qu'un seul produit de la production agricole. Nous n'avons pas encore touché les autres produits parce qu'on n'a pas assez d'argent surtout pour la transformation, tout ça, parce qu'on doit débourser beaucoup plus d'argent pour ces produits. Pour le moment, on a encore des prêts. On ne sait pas payer les clients avant la récolte. C'est-à-dire que nous avons les prêts, mais le client pourra rembourser les prêts après la récolte. Et le taux, c'est 12% l'an, 1% le mois. Mais comme je l'ai dit, le client commence à rembourser après la récolte. Et ce qui nous met dans certaines difficultés, si bien que maintenant on a prévu de diminuer les prêts à la production pour commencer avec les prêts à l'élevage. À l'élevage, ce n'est pas les bovins, c'est surtout, on va commencer avec les œufs, les ponteuses. On va commencer aussi avec la commercialisation, surtout parce qu'on veut une répartition égale entre hommes et femmes. Or, ce que nous avons constaté, c'est dans la commercialisation que nous allons compter surtout les femmes. Dans ce premier temps, nous utilisons les services de caisse de la Banque nationale de crédit. Et pour les prêts, nous utilisons les services, nous utilisons l'espace de certains bureaux agricoles dans le travers du pays. C'est là que nous salons nos officiers de crédit et nos supports administratifs. Tous nos officiers de crédit, obligatoirement, sont de jeunes agronomes qui
sont motorisés parce qu'ils doivent circuler à travers toute la zone pour contacter les clients, pour utiliser les dossiers. Et pour éviter la paperasse, donc ils sont munis de tablettes pour nous transmettre au siège social les applications que nous examinons avant de donner le feu vert, avant d'accepter le paiement, le refus de paiement. Et tous les supports administratifs sont aussi des jeunes, on a que ce soit des jeunes diplômés en administration ou bien en sciences comptables. Bon. Mais la BNDA, ce n'est pas seulement une banque agricole. Notre première mission, c'est de développer le secteur agricole. Donc, on commence par l'agriculture. Mais vous savez très bien que le secteur agricole, en Haïti, c'est un secteur à faillite. Donc, pour cela, nous sommes autorisés à fonctionner comme une banque normale, une banque universelle. C'est-à-dire que nous pouvons effectuer toutes les transactions qu'effectuent les autres banques. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu avoir dans notre conseil d'administration d'anciens employés de banque et un agronome et une agronome. Voilà en principe ce que c'est la Banque nationale de développement agricole. Gagner un gros problème qui posait, gagner un gros parole, 4 millions haïtiens après une situation grande. Nous-mêmes, équipe là qui ça nous fait, nous prenons devant. Nous venons adresser de préférence. 70 nous mettons ensemble avec nous, qui sont au pays. Nous avons planté 300 hectares en maïs. Et pour qui nous choisissons maïs même, parce que dans 2 mois, nous avons déjà connaître. 3 mois, nous avons mangé maïs. Et nous connaissons maïs, un kilogramme maïs, gagne 3650 calories pendant cette pomme de terre, gagne 800. Qui donc, si nous devons prioriser, nous priorisons maïs, au contraire, c'est lui qui va pas manger, c'est lui qui n'a pas le faire, nous devons manger de gré ou de force. Ça c'est possible par nous. Et informez-nous, 7% territoire là, implanté en Mali, après 13 millions haïtiens ont marché. Et 7% territoire planté en Mali, droit Malia a baillé 3333 vaches mangées, a baillé l'aide que chaque haïtien capable de boire, une petite bouteille de saillot, l'aide par jour. Pour planter, je nous dis, il faut gagner du jour. Nous obligons de fouiller puits. Pour faire un puits, c'est entre 5 à 7 000 $ pour acheter une pompe pour mettre sur l'île. C'est 9 000 $. Pendant, on va chercher l'argent pour compléter, même pour les BH, tu as gagné un fonds que tu mettais dans la banque privée pour te prêter ce secteur agricole là. Madame en BNC, il a dit que c'est 5 millions de bouillons à prêter. Tout ça, c'est pour dire, comme je dis tout à l'heure, pour au travail, il y a un hectare où vous avez besoin de penser 4500 gouttes par hectare, multiplié par 100 hectares, par 300 hectares, son capital. Mal acheté tracteur, il coûtait 64 000 $ et à 15% là pour 15% de mois pour financer le bourg.
Ça veut dire secteur agricole là, si ou pas, je ne support l'État. Et dernièrement, CFI est venu visiter nous pour demander nous comment ils sont capables d'accompagner nous. Et faire le nous gagner dans le nord. Et gagner suivi qu'a fait. Bon, dis-nous, même travail agricole, pas rien mandat. Pour payer au travail agricole, c'est 1000 gouttes minimum. Plus ou moins de 250 gouttes pour faire manger. Nous avons compris un groupe qui a accepté d'investir. Et nous connaissons que depuis 2007, nous avons fait promotion pour Haïtiens consommer local. Priorité, c'est ça. Or, l'offre de maïs a souffert 7 tonnes par hectare. Si ce n'est pas transformé, si c'est vraiment vendre maïs en grain, ou même comme acteur, genre délégation d'Italia, pas perdu. Ou obligé de le transformer, pas gagner silo souterrain, pas de chéchoir souterrain, pas gagner toute bagarre, c'est commander pour commander, importer. Ça veut dire une situation très difficile si que pas gagner support, accompagnement, institutions, bailleurs pour supporter ce secteur agricole là. Et nous disons que c'est grâce à 70 Haïtiens qui dehors pays qui investissent. Si nous-mêmes, c'est nous qui avons essayé de faire, nous ne pouvons pas commencer aujourd'hui là. Parce que nous ne pouvons pas avoir un acteur souterrain pour accompagner nous. Les nouvelles de maïs, nous disons que les nouvelles récolteurs, roi maïs, bœuf, manger. Et lui permettre engrais. Nous connaissons avec 7% territoire ou planté. Les bœufs qui ont mangé roi maïs, c'est 60 000 tonnes d'engrais naturels qui qu'on n'a pas besoin d'importer. Qui donc, je dis là, pendant qu'on essayé de planter maïs, nous commençons à faire la transformation. Nous déjà essayé avec une institution souterraine qui est en question boulangerie. Nous faisons pain maïs, gâteau maïs, bonbons maïs, sel sucré avec saveur, cannelle, gingembre. Nous inventons notre recette encore, mettez-la. Mais qu'on y a là, nous connaissons pour nous mettre une mini usine souterraine pour transformer maïs et pour capable arriver joindre boulangerie pour faire. Écoutez, 2 800 000 $. Pour capable arriver faire ça, quand on a bien crédit ça. Et c'est pour un secteur que l'État investit là-dedans. L'État adresse Maïa comme ça. Je viens là pour nous adresser le problème grand goût à Paléa, il y a une alternative. Et il ne faut pas trop arrêter avec des clichés que Haïti pas capable de manger. C'est mettre force nous côté nous avons capacité pour développer. C'est capable de dire public cible atelier, donc représentant du secteur privé, capable de venir échanger avec nous. Bonjour encore, et je vais me réintroduire. Je suis John Marconi, directeur exécutif de la Caribbean Food Manufacturing. Nous sommes des producteurs de céréales au petit déjeuner.
L'entreprise a démarré ses opérations en 2013. Aujourd'hui, elle a pu atteindre 13 pays à l'exportation. Donc nous sommes très fiers de ça quand même. Une entreprise haïtienne, malgré tous les défis, a pu amener ses produits à 13 pays. Et je ne savais pas que j'allais parler aujourd'hui, mais je voulais premièrement remercier M. Plaisir pour nous d'acheter le maïs local. Au contraire, nous avons essayé pendant 2 ans. Il y a beaucoup de difficultés en achetant le maïs local. Mais ce serait une priorité pour nous aussi de pouvoir commencer avec le maïs haïtien pour atteindre des exportations. Filière, nous particulièrement l'économie, en tant que puisse parler de chaîne de valeur de filière. Filière un petit peu fermée, chaîne de valeur beaucoup ouverte. Je vais répéter certains concepts qui ont été dit ce matin. Productivité, compétitivité, toutes ces répétitions que nous allons nommer, que nous allons PCA, là, lorsque nous allons regarder dans le secteur agricole, là, il y a beaucoup de problèmes de ce qu'on appelle la symétrie d'information. C'est pas un gros mot avec dans l'économie. Mais c'est tout simplement le monde qui en a moins, et moins d'informations que le monde qui en a moins. C'est ça que nous parlons de spéculateurs. Il dit que les gens qui sont à la ville là, qui va trouver un produit, paysans qui sont terrain même, pas d'informations, que ça veut dire là, il dit ah, Kafka pas fait pour nous. Pour dire, son produit pays ça qui même, il va le choix, il guide. Donc, information que ça ne est spéculateur à qui nous permettent de faire l'argent, ils travaillent moins vite que plus quoi. Mais je vous dis avec technologie, information, communication, la chaîne de valeur, donc information il y a des centaines de paysans. Et puis, dès que vous voyez l'école, la ville là, supposé par téléphone, suspendre Facebook, Instagram, prends un prix café, prends un prix cacao. Papa, vous voulez dire, lorsque vous allez négocier avec le spéculateur, l'aide du café va faire plus, répondez par les problèmes de quitter là. Automatiquement, il faut être négociation changer. Et c'est ça qui est important dans la modernisation, ça n'est pas capable de dire. Nouvelles technologies, information, communication, le monde de toutes ces informations dans le pour réduire à signifier l'information. Pour information BCA, ce que là, c'est seulement un tiers que nous sommes capables de faire à l'agriculture, puisque après, le reste là, sont contraints de représenter. Donc là, le mot productivité devient important. Mais c'est de bouche comme tout que par les gens qui qu'on écrit dans le côté d'affaires agriculture. Donc le capital humain n'est pas oublié. Donc en ce sens, c'est d'agriculture, pas simplement voir. Ça veut dire qu'après, vous c'est le mot. Mais il est très souvent oublié le rôle du développement rural. Développement rural, la éducation dans le monde rural, la santé dans le monde rural, dans le monde. Donc le capital humain devient un élément fondamental. La productivité, c'est exactement ce qu'on tire au bal produire. Sur des tonnes, il faut qu'à faire 5 tonnes, il faut qu'à faire 10 tonnes. C'est la productivité qui devient un élément fondamental. Mais on peut être productif, ne pas vouloir faire de l'argent. Nous avons fait la Bapin et la Grendas, la Romana en République dominicaine, mais il est plus rapide au niveau de Port-au-Prince que Grendas. Donc l'importance des infrastructures. Donc il faut ajouter le mot compétitivité. Dès qu'on parle de compétitivité, vous le regardez en technologie, Silicon Valley, mais la compétitivité, c'est également au niveau du secteur agricole. Si on ne développe pas la compétitivité agricole, on ne va pas pouvoir augmenter la production agricole. C'est dans bouche ouvrante que 42% PIB, c'est l'agriculture en 70, je dis à 18%. Et puis dominicaine, moins que 18%, on n'a pas 10%, mais le produit plus parce que pour les deux concepts. Donc, deux concepts, productivité et compétitivité fondamentale. Il y a la compétitivité macroéconomique, M. Boxaga dans ça là, on parle sous direction, qui est capable de comprendre que ça se pose là, particulièrement le secteur privé, les taux d'intérêt, en fait, le 10 chiffres là, comment prêter à 15%, après déflation à 50%, c'est comme capteur. 50 moins 15, nous recevons 50 gold, mais 15 gold, nous du marché. Donc il faut qu'il y ait la stabilité macroéconomique pour qu'il y ait la compétitivité agricole. Donc ça va dépendre du secteur agricole, c'est un environnement qu'il faut créer. Donc si ton intérêt est trop élevé, ton inflation est trop élevée, déficit budgétaire, donc tout ça doit intéresser le secteur agricole. Donc pour que le système alimentaire puisse produire et produire sur toute la chaîne, il faut cette compétitivité macroéconomique.
et bien sûr la compétitivité microéconomique. 75% moins qu'un hectare dedans. Donc, il n'y a pas de latifundia. Donc, nous allons voir tout comment c'est. Comment produire avec petit espace. Donc, qui productivité tout à bien pour la bataille. Donc, il faut qu'il y ait une nouvelle réflexion et c'est très important pour qu'on puisse avancer en quelque sorte. Maintenant, prenons les chiffres, parce que le budget, c'est une vérité. Le budget national, c'est 1,8 milliard de dollars américains pour 12 millions d'Haïtiens. La Jamaïque, c'est 6 milliards pour 3 millions. La République dominicaine, c'est plus de 20 milliards pour 10,5 à 11 millions d'habitants. Donc, ça vous donne une idée des arbitrages. Lorsque le ministre de l'Agriculture parle, peut-être c'est pas qui doit voir. Parce que le monde qui est dans le secteur agricole, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas les États-Unis où les producteurs agricoles sont capables de faire différence dans l'élection et qui sont capables de faire bruit après les élections, donc puisqu'on n'ont pas les capacités. Donc le budget du ministère de l'Agriculture, si nous avons un milliard après le paquet, mais si nous avons un dollar américain, le budget du ministère pour cette année, l'exercice fiscal 31 septembre, 57 millions de dollars américains. Ça c'est pas une différence. D'accord, vous avez maillé, n'est maillé. Vous avez maillé. 57 millions pour tout le ministère de l'Agriculture. Et les investissements publics du ministère représentent 42 millions de dollars. Ça c'est une filière qui ne fait même pas beaucoup de secteur. Donc on ne peut pas vraiment faire une agriculture compétitive, productive, avec des montants aussi faibles. Donc, on n'a pas de subvention. Ce n'est pas obligatoire pour pas que l'État de ministère de l'agriculture, puisque nous parlons de compétitivité. Nous avons été moins comme l'agriculture, mais nous faisons plus d'infrastructures pour nous déplacer pour produits à le marché. On fait plus d'investissement dans le capital humain, dans le monde rural, ou même qui besoin de main-d'œuvre là, dans le secteur agricole là, ou mettez plus un environnement beaucoup plus intéressant, moins risqué, et qui va permettre que l'agriculture avance dans ce sens-là. Pour ça, c'est bien entendu qu'il va y avoir un certain nombre d'entrepreneurs. Moi, au serviteur, je ne peux pas parler en pile d'entrepreneurs dans ce pays-là, mais pas pour l'entrepreneuriat, surtout à la deuxième partie. Créer des managers et des bons leaders dans le secteur agricole. Dans notre quitter Maïla, pour qui c'est l'entrepreneuriat, il y a des convaincants qui investissent à eux pour renforcer la chaîne en quelque sorte. Donc il y a deux éléments, il y a les activités de base qui veut dire intrant, fabrication, marketing, logistique, ces activités de base du secteur agricole là, mais ce qui manque dans le secteur agricole, c'est les activités de support, à savoir management, gestion de ressources humaines, recrutement et ce qu'on appelle les marchés publics. Au lieu d'État comme subvention, l'État a un contrat pour manger dans toutes les écoles de nos enfants. Quelle est la subvention? Nous avons un marché qui garantit, nous avons la démarche dans notre team. Et qu'elle va faire mailler. Moi, je suis de entrer jusqu'à dessert, son chenille, nous réfléchissons dans ça. Mais moi, je suis pour la diversification. Parce que rester dans un seul secteur, si le secteur s'en frappe, on ne se pas dire que tout en mais la diversification est fondamentale. Donc, pas toujours pour l'État, bonne subvention, bonne subvention. Préférer pour permettre que nous soyons capables de déplacer nos données, bon accès à marché, bonne garantie au marché. Souvent, 10 millions pour la garantie pour l'année, pour c'est intéressant pour nous-mêmes. Et ça, c'est marché pour le plan de CNMP qui leur fait contrat ANEA pour assurer que nous-mêmes, dans le zone, on ne peut pas quitter un dominicain, on ne peut pas quitter un négociateur de c'est l'île de dominaison. Donc voilà cette chaîne de valeur, voilà cette activité de support qui a à faire. Nous avions comme mission globale de faciliter le développement de l'investissement privé en Haïti, et ceci dit en fournissant à tout investisseur international étranger un service accéléré et personnalisé qui répond à ces besoins.
Les types de services que nous offrons pas avant que tout un investisseur décide de s'implémenter en Haïti, nous fournissons des informations pertinentes et en rapport au climat des affaires, et par ailleurs nous facilitons également les visites de prospection et nous facilitons également les rencontres avec les institutions locales. Nous se mettre en relation d'entrepreneurs avec peut-être un ministère citoyen impliqué et concerné par son projet d'investissement. Et aussi, pendant le processus d'investissement, lorsque l'investisseur décide d'investir en Haïti, nous l'accompagnons à ce moment-là dans le processus de formalisation de son entreprise en Haïti, bien proprement dit dans le cadre de son processus d'enregistrement, et également pendant toutes les formalités légales qu'il aura à entreprendre en Haïti. C'est faciliter un petit peu le traitement des dossiers au niveau des différents ministères sécuriels et entités de l'administration. Et par ailleurs, nous assurons également le suivi de ces dossiers. Donc, nous avons un système de contact dans différentes institutions. C'est quand un dossier est déposé, on appelle quelqu'un pour dire est-ce qu'ils ont effectivement reçu le dossier, comment avance ce dossier. Et comme service post-investissement, après l'implémentation du projet en Haïti, donc on n'abandonne pas l'entrepreneur. On continue de l'accompagner en le rencontrant, en ayant des discussions précisément sur les différents problèmes qu'il rencontre et dans le cadre de ces activités et pour essayer de trouver également une solution à ces différents problèmes, mais toujours de concert avec les institutions publiques qui sont concernées par le problème en question. Dépendamment du secteur d'activité choisi, les avantages peuvent varier. Par exemple, pour le secteur de l'agriculture, la franchise douanière et fiscale sur les importations des biens d'équipement, qui sont encore nécessaires à l'implémentation du site du projet, donc communément appelé la ferme pour l'installation des infrastructures, mais également pour l'exploitation de l'entreprise et à la dispense du dépôt de garantie prévu au code douanier. Tous les secteurs qui sont, tous les projets d'investissement dans ce secteur ne sont pas tenus de payer le droit de garantie pour les importations à la mission temporaire. Et il y a également l'exonération de taxes internes, toujours pour une période qui ne dépasse pas les 7 années. Mais à partir de quelle date? La date de fonctionnement ou la date de démarrage service? La date de démarrage des activités. Parce que ce n'est pas opérationnel comme ça, non, c'est à la date de démarrage. Parce que si les équipements viennent 2 ou 3 ans après, on perd déjà de les 7 ans. Donc, ce qu'il faut faire, il faut anticiper généralement, il faut soumettre une lettre au CFI relatant les différentes difficultés que vous rencontrez. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à démarrer vos travaux comme précisé dans votre plan d'affaires? À ce moment-là, il faut écrire la commission interministérielle qui va considérer le cas. L'UPISA, c'est l'unité de promotion des investissements dans le secteur agricole. Donc, on avait créé cette entité au sein du ministère de l'Agriculture. C'est pour répondre à la composante 3 du PETRA, qui est le plan triennal de relance agricole, consacré à l'agrobusiness. Donc, l'UPISA est là, c'est pour mettre à disposition des investisseurs un ensemble d'informations que le secteur n'en a pas encore. Donc, en gros, c'est ça le rôle de l'UPISA. Un ensemble d'actions vont être exécutées par l'UPISA au cours de ces 2 prochaines années. La première action, c'est surtout la promotion des chaînes de valeur. Donc, c'est très important d'identifier, alors on va commencer avec ces filières, donc c'est très important d'identifier l'ensemble des activités créatrices de valeur dans chacune de ces filières. C'est surtout permettre des échanges entre les acteurs, à quel que soit leur niveau, dans cette chaîne de valeur. C'est surtout de créer de manière générique une forme de coordination verticale entre les acteurs, aussi faire de la chaîne de valeur un outil d'optimisation qui va faciliter la prise de décision stratégique par les entreprises de ce secteur. Au ministère de l'Agriculture, il y a toutes sortes de cartographies, pluviométrie, climatologie, tout ça, mais par contre, il n'y a pas de cartographie numérique pour les entreprises. Donc, si aujourd'hui, je veux commander 20 000 tonnes de spaghettis, je sais qu'il y a. Mais si par contre, je veux commander 20 000 tonnes de maïs,
Je ne sais pas qui a. Donc, avec cette cartographie numérique, il va y avoir une base de données de l'ensemble d'entreprises géolocalisées sur tout le territoire. Ces entreprises-là vont être réparties sur tout le territoire. Et une entreprise qui se trouve dans le sud du pays, on peut juste aller regarder quelle entreprise, qui fait quoi, le nom de l'entreprise, sa capacité productive, etc. Et aussi des informations pertinentes, tout ça vont être disponibles. Les entrepreneurs connaissent très bien les techniques agricoles, mais par contre, la manière de gérer une entreprise agricole, très souvent, ça fait défaut. C'est pour cela que l'UPISA, dans son agenda de formation, va beaucoup mettre l'accent sur l'aspect managérial en vue de faciliter une meilleure approche, une meilleure rentabilité pour ces entreprises. Je pourrais vous donner des informations concernant les incitations que la Banque centrale a mises en place pour faciliter, encourager le secteur agricole. J'ai la ségrégation d'avoir avec moi le directeur de la direction de la monnaie et analyse économique, M. Rosenui. Au cas où j'aurai des défaillances, il pourra quand même vous expliquer mieux que moi. Autre chose, c'est que je vais commencer par parler de la mission de la Banque centrale, qui est d'abord de défendre la valeur de la monnaie nationale, la valeur externe et interne de la monnaie nationale. Ensuite, d'assurer l'intégrité, le développement et l'efficacité des systèmes de paiement, d'assurer la stabilité du système financier haïtien et surtout, le président, d'agir comme banquier, agent fiscal et qui cible la contrat pour les services. Donc, pourquoi la Banque centrale est intéressée au financement du secteur agricole? Je pense qu'il faut ça participe dans la stabilité du système financier et aussi dans la défense de la valeur de l'euro pour lutter contre l'inflation, lutter contre la négociation de la loi. En analysant le portefeuille plus près des banques, on s'est rendu compte que surtout le portefeuille de toutes les banques en Haïti, les prêts au secteur agricole pouvaient représenter à peu près 15%. La BRH a pris certaines mesures et je pense que jusqu'en 2017, c'était moins de 1% du portefeuille des banques. Quand une banque commerciale finance le secteur agricole, cette banque est exonérée de ses dépôts à la Banque centrale, ce qui permettrait aux banques d'avoir beaucoup plus de ressources pour accorder des prêts au secteur agricole. Mais je dois dire malheureusement, c'est un secteur qui est risqué. Et les banques font du commerce de l'argent. Par conséquent, les banques ne sont pas toujours intéressées à financer ce secteur. Et la Banque centrale a émis un autre circulaire beaucoup plus direct pour apporter justement des ressources pour ceux qui veulent intervenir au niveau du secteur agricole. Mais il faut dire que la Banque centrale ne peut pas faire des prêts aux particuliers. Et par rapport à sa mission, la banque doit utiliser ou bien les fonds financiers, ou bien les coopératives, pour différents moyens. Les zones visées par cette circulaire sont les suivantes. D'abord, c'est de contribuer à la relance de l'agriculture et au développement de l'agrobusiness. Ensuite, c'est de faciliter l'accès au crédit aux acteurs de toute la chaîne de valeur, dont je suis parlé tout à l'heure, aux opérateurs d'activité agro-industrielle et agroalimentaire, les coopératives agricoles, les concessionnaires de zones franches agricoles et les opérateurs de services agricoles. Donc, les institutions financières qui sont éligibles, qui sont touchées par cette circulaire, d'abord ce sont les banques et les sociétés financières de développement. Ensuite, nous avons les coopératives d'épargne et de crédit et les sociétés de crédit bail et indirectement les institutions de microfinance. Et comment ça fonctionne? Et l'assistance vise le financement des zones franches agricoles, des infrastructures destinées aux exploitations agricoles et aux zones franches agricoles,
Ça vise également l'acquisition de machines et d'équipements agricoles, des tracteurs, des moissonneuses et les usines ou les unités de transformation de produits agricoles. La circulaire vise également le financement de la production de tout type de denrées agricoles et de produits d'élevage, de pêche, d'aquaculture et de silviculture. Et l'offre de services agricoles, le labourage, la vente des trains, la vente de matériel agricole, les services agricoles, le conditionnement de denrées agricoles et de logistique agricole. Mais comme il l'a dit tout à l'heure, la Banque centrale ne finance pas directement les entrepreneurs et les entreprises. Il faut passer soit par une banque, soit par une société de financement et de développement, soit par des coopératives d'épargne de crédit ou bien des institutions de microfinance. Dans le cadre de cette circulaire, la Banque centrale accorde là aux institutions financières ciblées, pas aux entrepreneurs, aux institutions financières ciblées, des avances de court terme pour des financements de compagnies agricoles, ou bien des avances de moyen terme, ou bien des avances de long terme pour les projets agro-industriels ou de zones agricoles. Les avances ne doivent pas dépasser l'équivalent en gros de 4 millions de dollars américains par projet. Ensuite, le financement à court terme, les financements à court se feront par portefeuille de montant minimum de 1 million de gourdes et avant d'appeler tout crédit, les institutions financières doivent s'assurer que les entrepreneurs agricoles disposent des infrastructures de base pour la production agricole. En d'autres termes, si un entrepreneur a un projet, l'entrepreneur va trouver sa banque, ou bien l'entreprise de microfinance, ou bien une société de financement, présente le projet, on va faire l'analyse du projet, et c'est à ce moment que la banque centrale et l'entreprise, l'institution de financement va trouver la bonne pour dire voilà le portefeuille, voilà le projet, etc. À ce moment, la banque centrale va financer le projet pour l'entreprise de financement avec un prêt à moyen terme. Le taux d'intérêt de la banque centrale à l'institution financière sera à 1 et 2%. Automatiquement que l'institution financière dispose de cet argent, le taux d'intérêt exigé par la banque centrale ne devra pas dépasser 6%. Ne dire pas si c'est clair. La banque centrale avance l'argent à l'institution financière pour financer le projet. Cet argent coûte à l'institution financière entre 1 et 2% et l'institution financière s'engage à financer le projet à un taux d'intérêt ne dépassant pas 6%. Donc, les prêts de court terme, c'est pour le financement des campagnes agricoles à un taux inférieur à 6%. Les mêmes taux au début de l'intervention. Donc, pour les coopératives d'épargne et de crédit, c'est un petit peu plus compliqué parce que la BF, c'est un mécanisme, mais étant donné que ces taux d'intégration sont un petit peu plus élevés. Et ils ne devront pas dépasser 12% là, dans le cadre du financement, si l'entrepreneur va trouver son financement dans une coopérative d'épargne et de crédit. Et pour les sociétés de crédit bail, c'est à peu près la même chose, c'est 12%. Donc, pour le secteur agricole, c'est à peu près tout ce que nous avons pour incitatif. Mais la Banque centrale a également pris d'autres dispositions pour faciliter le secteur agricole. Il s'agit d'un vote. Elle a voulu rendre disponibles des informations sur les filières agricoles porteuses. Dans ce sens, la Banque centrale a organisé des ateliers de travail, un des acteurs clés des différentes filières, en partenariat avec l'Université d'Issier, avec le ministère de l'Agriculture. Ensuite, je crois que la Banque centrale a financé des études sur les filières agricoles et le Moringa. La Banque centrale a financé une étude diagnostique, agriculture et système d'assurance agricole. Ce que la Banque centrale fait également, elle est obligée d'accompagner les caisses d'épargne et de crédit en vue de leur modernisation pour leur permettre de participer au mécanisme incitatif de la Banque centrale pour mieux servir les régions. Dans lesquels je me suis engagé depuis un certain temps et
des concerts, le ministère de l'Agriculture, la BRH. Moi, je travaille sur le chapeau du ministère de l'Agriculture, même si je suis PCA. On travaille, c'est un programme général, cadre national de financement agricole. Dans les programmes de cadre national de financement agricole, il y a plusieurs volets. Le volet peut-être, et où il fait référence, c'est le volet dans lequel on retrouve la mise en place d'un fonds autonome de financement agricole, et ce fonds autonome de financement agricole doit éventuellement servir à la mise en place d'un mécanisme d'atténuation des gestion des risques, comme l'assurance agricole et fonds de garantie, mais c'est également un fonds qui pourrait contribuer à l'avenir à financer au financement agricole. On parle de nécessité de financer le secteur agricole à des taux qui peuvent nous permettre de concurrencer, de faire la concurrence. Ça aussi, c'est un aspect. Et également, tout ce qui est innovation, vulgarisation. En gros, c'est ça, c'est volet vraiment du projet vise à apporter une réponse. C'est sûr que les programmes agricoles, comme l'entrepreneuriat agricole et l'ensemble de facteurs, mais je pense par rapport à l'atelier de ce matin, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est comment on peut vraiment arriver à gérer les risques par rapport au secteur agricole et aussi avoir des financements disponibles pour rendre les secteurs beaucoup plus compétitifs. Et c'est ça. Les travaux seront courts. On espère que d'ici la fin de l'année, on va pouvoir vraiment organiser un atelier comme celui-ci pour présenter au grand public et les résultats et l'ensemble des travaux par rapport au statut de la c'est ça. Nous venons de franchir un autre pas vers la transformation des systèmes alimentaires en Haïti. Il y a eu le premier atelier qui s'est déroulé à Kinam, où il y a eu beaucoup de réflexions, des réflexions très nourries et des pistes de solutions pertinentes aujourd'hui. Nous avons discuté avec le secteur privé, le secteur des affaires, et ça va nous permettre maintenant d'avoir une feuille de route qui est beaucoup plus teintée de réalisme, ce que nous recherchons de pertinence, ce que nous avons commencé à rechercher dès le début de la série d'ateliers. Nous remercions le gouvernement, la primature pour son support qui nous a permis d'organiser cet atelier et d'avancer dans le processus. Nous remercions l'USAID pour son support technique et son support financier. Nous remercions les ministères du Commerce et de la Planification et qui ont participé à la planification de cette activité. Et nous remercions tous les partenaires, tout un chacun. Vous avez fait le déplacement, vous avez discuté et ça va permettre maintenant, ça va contribuer à l'enrichissement de la feuille de route. Nous vous rappelons que la feuille de route avait été déjà élaborée. Nous sommes dans un processus de bilan des 2 années écoulées. Nous avons fait des constats et nous nous sommes dit, nous devons avoir une feuille de route qui répond au mieux à la situation haïtienne. Merci à tous. Merci pour votre participation et nous vous donnons rendez-vous demain pour la session de validation.